Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer la revalidation entraîneur. Oui, même s'il y a des absences, c'est pas grave. Au moins, on avance et on perd pas trop de temps. Déjà, merci à tous et à toutes d'être venus pour cette revalidation, cette deuxième soirée, si je me trompe pas. Le thème de la soirée, c'est préparation physique avec ballon. C'est un thème qui est de plus en plus en vogue, que moi j'affectionne particulièrement parce que c'est mon métier premier, préparateur physique. Et justement, l'objectif, ça va être de vous donner des clés sur ce thème-là. Essayez de ne pas trop se perdre parce que le thème est assez large et essayez de faire en sorte de vous donner des astuces. Ici, on a du coup le public, c'est des U15 régions féminines avec des U18 régions féminines et on a une, non, c'est U18 aussi, donc c'est tant mieux, et deux garçons U17 régions. Donc ça c'est le public. Noah qui va réaliser la séance. Pendant qu'il réalisera la séance, moi je commenterai ou à ce moment-là on observera et on essaiera de poser des questions, d'avoir une petite réflexion autour de ce qu'on propose. Mais l'objectif c'est vraiment de vous dire pourquoi on fait ce type d'exercice-là, comment on l'articule autour de la préparation physique et ça sera déjà pas mal pour ce soir. Donc 1 heure d'entraînement, on garde un petit temps de questions-réponses à la fin et l'objectif c'est d'avoir un échange tous ensemble et il faut en profiter, c'est vraiment un moment entre passionnés donc il faut prendre ce moment-là avec plaisir et pas comme une obligation. Donc voilà. Premièrement, je vais juste pendant 10 minutes, vous allez être off, donc moi j'en profite pour faire l'introduction. Premièrement, rappel au niveau de la préparation physique et sur la contextualisation de la préparation physique au basket. Je me sers pour cette contextualisation de Gilles Cometti, qui est un grand pionnier de la préparation physique au basket depuis le début des années 2000, qui a fait un nombre d'études assez important sur ce thème-là, et l'un des pionniers qu'on m'a appris durant mes 3 années de licence. Donc Gilles Cometti en 2002 explique que la préparation physique au basket, déjà que le basketball est un sport intermittent, alliant phase d'intensité haute avec des phases de récupération assez importantes. Dans son étude en 2002, il dit qu'il prend un match en général de 63 minutes, il prend tous les temps, que ce soit la mi-temps, les pauses, etc. Sur les 63 minutes, on a 63% de repos et 37 du coup d'activité, d'effort, d'action. Sur ces 63% de repos, on a donc une première partie qui est sur de la marche, il compte la marche dedans, et il compte les arrêts, que ce soit du coup arrêt temps mort, les balles mortes, etc. Et tout ce qui est action, ça regroupe action d'explosivité, action, ça peut être action défensive, saut, sprint, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est effort à haute intensité. Donc ça c'est le premier point à retenir sur la séance d'aujourd'hui, sur la préparation physique. Il faut connaître au moins les efforts qui sont réalisés dans notre sport pour pouvoir après calibrer les séances. Donc ça c'est le plus important. Ensuite, ce qui est important aussi de prendre en compte, c'est l'évolution du basket actuellement moderne et la place de la préparation physique dedans. On a de plus en plus des prototypes et des athlètes de haut niveau qui se distinguent par leur qualité physique et non moins par leur qualité technico-tactique, même si heureusement il en reste. Maintenant, le critère physique, c'est vraiment une place qui est hyper importante dans l'évolution du basket actuel. Donc, c'est forcément la place de la préparation physique prend une ampleur qui est de plus en plus importante et c'est pour ça que nous, entraîneurs, on se doit de se renseigner, d'être un peu plus pointilleux sur ce côté-là, surtout sur des jeunes ou même sur des seniors, c'est important d'avoir des détails et des clés sur ce thème. Maintenant, le thème du jour, c'est donc la préparation physique avec ballon durant un entraînement. On appelle ça autrement la préparation physique intégrée. Qu'est-ce que la préparation physique intégrée? C'est durant un entraînement l'alliage d'un développement d'une qualité physique ou de plusieurs qualités physiques, mais également le développement d'une qualité technico-tactique durant un entraînement. Là, exemple, le thème aujourd'hui, Noah a décidé de travailler sur le jeu rapide, sortie de balle et sur nombre, allié du coup à tout ce qui est qualité d'endurance. Donc on les verra tout à l'heure, les qualités d'endurance qui sont ciblées. Il y a la puissance maximale aérobie et la puissance anaérobie lactique qu'on vous détaillera après. Mais du coup l'objectif, même si c'est des termes compliqués et pas forcément qui vous intéressent, c'est de se dire ok, comment on peut développer, comment on peut gagner du temps sur nos entraînements, sachant que pour la plupart ici, on a tous 2 ou 3 entraînements par semaine maximum, peut-être plus s'il y a des chanceux, mais c'est de se dire comment on peut arriver à combiner ces deux qualités
qui sont technico-tactiques et préparation physique dans un entraînement et sur ces 2 temps qu'on a dans la semaine avec nos jeunes. Ok. Donc, Noah va commencer au niveau de l'échauffement. Donc, sur la première partie, on a une partie de mobilité. On va prendre juste un petit peu de temps quand même sur l'échauffement. Pourquoi ? À l'heure actuelle, on a de plus en plus on est un peu plus laxiste sur les échauffements et de plus en plus sur les entraînements jeunes. Et c'est une grosse erreur qui arrive de plus en plus sur nous en tant qu'entraîneurs. Cette partie d'échauffement, elle permet plein de points, que ce soit physiologique, préparation psychologique. Il y a une étude de l'INSEP qui est sortie il y a quelques années qui dit que les 15 premières minutes d'un entraînement et les 15 dernières minutes de l'entraînement représentent 80% des blessures durant un entraînement. Donc c'est simple, l'échauffement et le retour au calme sont 2 périodes vraiment hyper importantes de l'entraînement. Et c'est du coup crucial pour gérer l'organisation et la construction d'une séance d'un entraîneur, c'est qu'il faut prendre ces 15 minutes à gérer avant et à la fin de l'entraînement. Donc là, aujourd'hui, avec Noah, on a constitué 10 minutes d'échauffement sans ballon et 10 minutes d'échauffement, 10-15 minutes d'échauffement avec ballon en essayant de garder un thème de progressivité. Et là, la première partie, c'est donc de la mobilité. Mobilité corporelle qui va permettre surtout de rentrer calmement dans la séance avec du contrôle moteur. L'objectif, c'est de réduire un petit peu la raideur qu'on a surtout dans ces périodes-là de froid. C'est encore plus important. Le mois entre décembre et mars, pareil, c'est une période où on a un pic de blessures durant la saison. Donc, raison de plus pour accentuer l'échauffement. Donc là, on a différents exercices, que ce soit sur le contrôle du bassin, les hanches qui sont hyper importantes parce qu'elles transmettent la force entre le haut et le bas du corps, bas et haut du corps. Il ne faut pas avoir peur de commencer cette partie de mobilité très jeune. Nous, on a décidé, et c'est ce que j'essaye de mettre un petit peu en place à Sorgues, c'est de commencer ce type d'échauffement à partir de U9. On commence cette partie-là à partir de U9 parce qu'il y a plein d'études qui sortent de plus en plus, parce que c'est en plein développement, que justement le travail de mobilité en début d'entraînement, ça permet de constituer un premier facteur de développement, que ce soit de la coordination, de la proprioception. Là, vous avez un exercice qui travaille autant le gainage, qui travaille autant la proprioception de la cheville, genou. Ça travaille également tout ce qui est qualité de gainage aussi au niveau de la ceinture abdominale. Donc il y a un regroupement d'exercices de mobilité et ça vous pouvez en trouver des centaines et des centaines sur internet ou même dans des livres et dans des ouvrages de préparation physique. Donc cette partie-là de mobilité, elle est vraiment importante. Même si c'est pas le thème du jour, qu'on est sur échauffement, enfin qu'on est sur un thème préparation physique avec ballon, pour moi les 2 parties qui vont venir, mobilité et gamme athlétique, c'est 2 parties qui sont réellement hyper importantes parce que ça permet de rentrer progressivement dans l'entraînement. Ok, très bien. Donc deuxième partie de l'échauffement. Donc là, la partie de mobilité a duré 2-3 minutes. Elles avaient déjà commencé un petit peu avant. On part sur la partie gamme athlétique. Gamme athlétique, c'est encore plus important, tout simplement parce qu'on rentre dans l'activation de la température corporelle. Et donc là, on est toujours dans la continuité de l'échauffement. Vous pouvez tout faire. Si vous êtes avec des jeunes, c'est une très bonne façon d'introduire des parties de coordination, proprioception encore une fois. Et c'est là encore plus, on a une multitude d'exercices qui peut être top avec ou sans ballon. C'est vraiment une phase de l'échauffement qui permet de faire pas mal de choses, surtout que pendant nos séances, on a parfois 1h15, 1h30, selon la disponibilité des gymnastes par entraînement. Donc ces 10 minutes-là, 5 minutes-là peuvent être importantes sur un travail de coordination. Donc voilà. Est-ce que déjà il y a des premières interventions, des premières questions sur les échauffements? Est-ce que vous voulez nous faire part aussi de comment vous construisez les échauffements? Est-ce que vous faites des échauffements sans ballon? Pas de questions pour le moment. Très bien. Si vous en avez tout au cours de toute façon de la revalidation, vous n'hésitez surtout pas. L'objectif, c'est que ce soit un moment d'échange et pas juste un moment où je parle tout seul, sinon c'est pas hyper intéressant, quoi. Oui, à la fin, on gardera dans tous les cas un petit temps sur les questions-réponses.
Petit point aussi, il y a une étude qui est sortie en 2016, que j'ai notée ici, justement sur les gammes athlétiques, une étude britannique qui montre que sur l'utilisation des gammes athlétiques, dans un échauffement, ça réduirait à 25% toutes les problématiques de genoux et de croissance. Donc c'est quand même assez important. Là, c'est l'une des études que j'ai relevées. J'en suis sûr qu'on peut en trouver des dizaines et des dizaines sur les gammes athlétiques. Mais nous qui sommes dans un sport où les genoux, chevilles sont des problématiques récurrentes, notamment chez les jeunes, pour moi des gammes athlétiques, c'est pas négligeable. Échauffement aussi, ça peut être hyper important dans la constitution un petit peu d'une équipe. Que ce soit sur la prise justement là comme fait Zoé, un petit peu le leadership. Moi ce que j'aime bien faire dans toutes les catégories, je le fais en U13 garçons notamment, j'ai un joueur qui prend en charge la mobilité et un joueur qui prend en charge les parties gamme athlétiques. Ça permet justement d'acquérir un petit peu de confiance, de prendre un leadership et en même temps d'avoir déjà des connaissances sur ce milieu là. Donc c'est intéressant. Ok, donc là la première partie terminée. Je vais juste laisser Noah continuer, pas parler avec le micro, au moins il va pouvoir expliquer à ses joueurs et joueuses la continuité de l'échauffement. On passe avec la partie ballon. Ok, donc là on est sur une continuité d'échauffement. Alors pour moi sur les gammes athlétiques on aurait pu passer un petit peu plus de temps. Pourquoi? Parce que là on a des... On va peut-être laisser Noah finir. Elle court, elle va sauter dans la semaine, tu dis où elle est. D'accord? Yaya, tu tires avec ton ballon, tu le branches sur rien. Quand tu donnes là, Anna, t'as fait ta passe, tu vas dans la queue, tu viens ici. C'est bon? Allez, go! Donc voilà, c'est ce que je disais, peut-être que sur les gammes athlétiques, on peut passer un peu plus de temps parce que là, on rentre un petit peu dans les premières accélérations d'échauffement. Pourquoi commencer et continuer sur un 3 contre 0? Je suis pas partisan de commencer directement sur des... Alors je sais qu'il y a pas mal de coachs qui le font, mais moi je suis pas partisan d'enchaîner directement sur des duels ou autres. Là 3 contre 0, on a encore 10-15 minutes d'échauffement avec ballon en 3 contre 0. C'est beaucoup plus intéressant, c'est plus progressif. Le coach ça peut lui permettre également de mettre les premières notions technico-tactiques et nous de rentrer dans les premières qualités physiques. Donc tout à l'heure je vous disais que sur la séance on allait travailler sur deux qualités d'endurance. La PMA, donc la puissance maximale aérobie, la puissance anaérobie lactique. La puissance maximale aérobie, donc là je vous donne une définition qui a été réalisée sur des études scientifiques. Coyle et Hall en 1991 définit la PMA comme le maximum de la consommation d'oxygène que l'organisme peut atteindre pendant un effort de haute intensité et elle est considérée comme le principal déterminant de la performance en endurance. Au basket, nous, généralement, un joueur ou une joueuse, quand elle est sur le terrain, elle réalise un nombre d'efforts à très très haute intensité pendant un moment donné. La PMA, il faut l'imaginer un petit peu comme un grand robinet. Vous prenez un robinet, la PMA, vous avez en dessous, vous avez un petit vase, un petit récipient. Vous allez ouvrir le robinet de la PMA, vous allez avoir un débit qui est hyper important. C'est-à-dire que vous allez avoir une capacité de remplissage du vase qui est hyper important. Mais par contre, le vase, il n'est pas immense. La PMA, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez mettre de l'effort. Par contre, ça a une certaine limite. Vous pouvez travailler dessus, vous pouvez essayer de l'améliorer. Et là, ce type d'entraînement peut permettre d'améliorer la PMA.
mais par contre ça a des limites, notamment sur le côté physiologique avec on va dire les limites cardio-respiratoires et tous les problèmes physiologiques que je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est assez complexe. Ensuite, la puissance anaérobie lactique. Donc là, McIntosh et Hall en 2000 expliquent la puissance anaérobie lactique comme l'aptitude à générer de l'énergie pour des efforts courts et explosifs en utilisant les réserves d'ATP et de phosphocréatine. Donc tout simplement, puissance anaérobie lactique, c'est tout ce qui est sprint, saut, effort défensif très court. Voilà, tout ça, c'est de la puissance anaérobie lactique, donc c'est de l'explosivité. On peut essayer de définir ça comme de l'explosivité. Je reprends mon robinet. La puissance anaérobie lactique, vous allez ouvrir le robinet, c'est un débit encore plus fort que la qualité d'avant, mais par contre le réservoir c'est encore plus petit, c'est des efforts qui vont durer 2 à 10 secondes maximum, tandis que la PMA c'est des efforts qui peuvent aller jusqu'à 4 minutes max, vraiment sur des joueurs et joueuses qui sont hyper entraînés. Donc voilà, c'est deux qualités qui font partie de la même qualité physique, l'endurance. Par contre, c'est pas du tout le même niveau et la même filière énergétique. Donc là, le 3 contre 0, ça permet à Noah, entraîneur, de rentrer sur les qualités technico-tactiques. Donc lui, il a décidé de revoir sa sortie de balle, le placement dans les couloirs, les différentes finitions qu'on peut retrouver sur ce type de situation. Et en même temps, petit à petit, on est en train d'augmenter la température corporelle de nos joueurs et de nos joueuses. On est en train de rentrer dans des changements physiologiques pour entrer justement sur les 15 minutes dont je vous parlais tout à l'heure de risque de blessure. Donc là, petit à petit, on est en train de rentrer dans une séance, autant sur le plan physiologique que sur le plan psychologique aussi. On a moins de discussions que sur l'échauffement sans ballon, on va dire. Les joueurs et joueuses sont plus concentrés. Et donc là, petit à petit, on va pouvoir entrer dans une séance intense et sur le développement qu'on a souhaité réaliser. Mon sac basique. Donc là, on est sur une première phase d'observation. Noah. Sur le 3 contre 0, il n'y a pas de tir. Sur le 3 contre 0, il n'y a pas de tir. Tu es dans la continuité de ton échauffement là. Tu es dans la continuité de ton échauffement. Parce que... Non, c'est sur le 2 contre 1 que tu fais 2 tirs. C'est sur le 3 contre 0. Sur le 3 contre 0, tu enchaînes tes situations pendant 15 minutes et tu fais pas de tir entre les situations. Il n'y a pas de récupération là. Pendant 10 minutes, tu fais de l'échauffement sans ballon en 3 contre 0 avec ballon. Tu les rappelles? Ils finissent. Hyper important aussi, avant même le début de l'entraînement, vu que la préparation physique, il y a un mot qui est, on va dire, primordial, c'est l'individualisation. Individualisation, pardon, ça demande déjà en amont de connaître les capacités actuelles de vos joueurs et de vos joueuses. C'est hyper important de prendre en compte tout l'environnement. Là, on est sur des jeunes joueurs et joueuses. Il faut être capable de savoir comment ça s'est passé aujourd'hui, que ce soit à l'école, dans leur vie privée. Est-ce qu'il y a des douleurs musculaires sur le plan physiologique? Enfin, tous les petits détails que vous pouvez essayer de captiver, ça peut être hyper important parce que ça peut être déjà des premiers signaux d'une qualité d'entraînement derrière.
Donc ça peut passer par des questions simples. Vous pouvez parler en début, avant même de commencer l'entraînement. Comment ça s'est passé ta journée? Est-ce que tu te sens bien? Chez le côté féminin, c'est encore plus compliqué parce qu'on rentre dans un cercle physiologique qui est différent que chez les garçons. Donc il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. Il ne faut pas non plus, encore plus sur les catégories seniors, il ne faut pas avoir peur de se renseigner auprès des joueuses parce que ça vous donne énormément de critères sur ce côté-là. Donc là on est dans la continuité du 3 contre 0. Noah décline sur une autre possibilité. Donc on est toujours sur l'échauffement avec ballon. On continue de rentrer dans la séance. Petit à petit, Noah va être plus exigeant sur l'intensité, sur la qualité aussi des mouvements. Mais plus on va être dans la continuité de l'entraînement, moins on va demander de la qualité parce que l'entraînement va rentrer sur une forme d'intensité qui va être assez importante. Et donc forcément, on sait très bien que quand on demande, surtout à cet âge-là, un niveau d'intensité qui est plus élevé, il faut être capable d'accepter un manque aussi de qualité, ça fait partie du processus. Là on fait sur normalement on aurait dû enchaîner 10 minutes. C'est qu'il a modifié un truc. 10 minutes 10 minutes, mais normalement il y a des variations sur les finitions. Toutes les 3 minutes il change de type de finition. Après il sert le trailer, tout ce qui s'en fait. C'est pas nombreux, t'imagines, ils enchaînent. Oui, non mais c'est pour ça. Nous la séance on l'a fait sur 1 heure aujourd'hui, on peut pas la faire sur 1 heure et demie. Puis c'est surtout la suite qui va être plus importante. On commence à les voir les déchets ici. Ouais, et c'est que le début, t'imagines pas. Alors tout à l'heure je vous disais que la qualité d'entraînement c'était pas un facteur qu'on allait rechercher en premier. Par contre ça va être un facteur qui va nous indiquer déjà un premier niveau de fatigue. Ok, petit à petit là on est en train de se rendre compte que sur l'échauffement on a une qualité de mouvement qui se dégrade de plus en plus. On sait très bien qu'après on va pouvoir enchaîner sur la continuité de l'entraînement. Donc qualité sur le début, ça vous permet déjà d'avoir un premier niveau, un premier signal sur l'état de fatigue de vos joueurs et joueuses. Alors
Alors la préparation physique intégrée, ce qui est hyper dur, c'est que ça demande une méthodologie, une rigueur de création de séance qui est hyper importante. Que ce soit sur le calibrage, on verra, il y a différents paramètres qu'il faut calibrer de manière assez structurée. Vous avez la récupération, vous avez le temps d'effort et vous avez la charge de travail au total dans la séance. Ça, c'est les 3 paramètres clés qui sont censés vous guider durant la création d'une séance, généralement d'un entraînement classique technico-tatique, mais encore plus quand vous décidez de créer un développement d'une qualité physique en plus d'une création de développement de technico-tactique. C'est vraiment 3 paramètres qui sont indispensables, donc la récupération, le temps d'effort et la charge d'entraînement durant la séance, la charge de travail. Et donc moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous donner ces clés-là sur la récupération, comment calibrer la récupération, comment calibrer ce temps d'effort et comment calibrer cette charge d'entraînement. Donc la fin de l'échauffement. Donc là, cette période-là de transition entre l'échauffement avec ballon et on va dire le début de l'entraînement, elle est hyper complexe. Pourquoi? Vous venez de créer un échauffement qui a permis aux joueurs et aux joueuses de obtenir un niveau temporel de température corporelle qui est assez important. En plus, vous avez commencé à mettre en route différents points physiologiques. Donc là, sur cette première partie de récupération, il faut être assez logique. Là, Noah a décidé de mettre 1 minute 30, plutôt cohérent, dans le sens où, sur la continuité de l'entraînement, et vous allez voir après, on va encore être sur une phase hyper intensive. Donc du coup, il décide de ne pas trop faire perdre en fréquence cardiaque et du coup en température corporelle, ce qui va permettre après aux joueuses et aux joueurs d'être prêts pour la suite. Donc ça, c'est la première partie de récupération, les temps, les pauses de boisson, qu'il faut être vigilant. Si vous êtes sur un entraînement qui est un peu moins intensif, vous pouvez vous permettre de recommencer soit plus vite, soit un peu plus tard. Tout dépend ensuite du fonctionnement et de l'objectif de votre entraînement. Et je sais que c'est un peu compliqué de temps en temps, mais quand vous fixez un temps de boisson, essayez de le respecter jusqu'au bout. Si vous le fixez, c'est pour une raison. Et même si les joueurs ou joueuses reviennent avant, laissez passer parce que physiologiquement, que ce soit 15-30 secondes, vous allez me dire c'est rien, mais c'est déjà énorme dans la récupération des premiers déchets organiques que vous êtes en train de créer sur les joueuses et joueurs. Donc, continuité. Là, on rentre sur le corps de séance. Donc nous, on va faire qu'1 heure d'entraînement, donc ça va vous permettre sur un exercice de vous montrer comment on calibre les 3 temps, les 3 paramètres forts dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on va passer directement sur du surnombre, c'est le thème du jour. Sur ce surnombre-là, 2 contre 1, on va allier des phases d'effort. Donc là, si je dis pas de bêtises, il va faire sur 4 minutes, 3 fois 4 minutes de surnombre en 2 contre 1, entrecoupé de récupération active. La récupération active, vous verrez tout à l'heure comment il a décidé de la faire. Cette récupération active, elle n'est pas faite au hasard. On ne décide pas de faire de la récupération active ou passive juste pour modifier ou pour changer. Alors si, ça peut éviter déjà premièrement la monotonie de vos séances, de vos entraînements. Mais surtout, encore une fois, physiologiquement, ça permet d'améliorer certains critères et notamment sur le plan cardio-pulmonaire. Donc je vous détaillerai ces paramètres-là après quand elles commenceront la récupération active. En fait, passive tout simplement, vous laissez vos joueurs et joueuses avoir la capacité de se régénérer au niveau des déchets un peu plus facilement. Donc déchets, c'est tout ce qui est lactate, tout ce qui est régénération un petit peu des composantes de vos filières énergétiques. Et par contre, sur de la récupération active, alors je laisse juste finir d'expliquer, sinon ça va déranger. Tu l'as fait très bien, il va faire très bien avec elle, ne sors pas en défense, et ça tout de suite.
Anna qui met la passe là-bas, donc Anna, tu reviens en défense. C'est Nawel qui a fait la dernière fois. Nawel, merci. C'est Nawel qui a fait la dernière passe, Nawel revient en défense. C'est bon? Revient en défense. C'est bon, pendant 4 minutes on tourne, on met un peu d'intensité, c'est bon ou pas? Allez gars, c'est parti. Allez, pousse. Regarde, tout de suite un jeu, tout de suite un jeu, allez, tout ça. Donc là on est parti sur 4 minutes d'effort. L'objectif du coach dans ce moment-là, c'est surtout de garder une gestuelle, notamment sur le côté vocal et sur le côté attitude, qui va permettre aux joueurs et aux joueuses de se donner à fond. Là on est vraiment sur le développement des qualités physiques dont je vous parlais tout à l'heure, PMA et puissance anaérobie lactique. Donc il faut que le coach donne malheureusement envie aux joueurs de se donner à fond et de mettre de l'intensité. Et pendant ces 4 minutes-là, comment on calibre en fait le temps d'effort et le temps de récupération? Je reviens au tout début de la revalidation où je vous disais que le basket c'est un sport intermittent. On reprend après. Ok, je sais qu'elle est plus en plein milieu, je sais que c'est chiant, je veux bien le comprendre, d'accord? Mais ce que je veux voir, c'est surtout de l'espace. Depuis tout à l'heure, on fait des passes et vous allez me coller à la tête. Donc tout de suite, dès qu'on fait, tiens, Lilou, tu fais avec moi. Dès que je retourne à la tête, je vais la lâcher. Mais je vais rester là, en dessous. Là, on profite, on reste là. Là, on va jouer. C'est bon, tout le monde? Derrière, c'est logique, par les gens en dessous. Depuis tout à l'heure, on ne savait pas qui était la tête, c'est bon? Mettez-vous en place, on prend un peu ça. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En introduction, je vous ai dit que Gilles Cométier avait défini les efforts du basketball en disant que 63% du temps, c'était du repos. Okay, donc ça déjà, c'est un premier indicateur de création de séance. Si 63% du temps, c'est du repos, il ne faut pas que pendant non-stop, vos joueurs ou joueuses, pendant l'entraînement, soient tout le temps en effort. Il faut être capable aussi de leur donner des temps de récupération nécessaires pour être en condition de match. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 2 tiers de repos, 1 tiers d'effort, mais par contre ça veut dire qu'on va essayer de se rapprocher de ces conditions de match. Et c'est pareil sur le temps d'effort. Sur cette série-là, on peut essayer de s'amuser à essayer de prendre un ou une joueuse, on va essayer d'en prendre un au hasard. On va prendre Noah là-bas qui demande le ballon, qui a le ballon. On va compter le nombre de répétitions qu'il va faire, même si ça fait 1 minute 30 que ça a commencé, c'est pas grave. Il a fait une attaque déjà. Une attaque, une défense. Il est reparti pour une attaque. Et pour une défense. Donc 2 attaques de défense pour le moment. En 30 secondes. Trois attaques de défense.
Ok, donc là il a fini la première partie en termes d'intensité. Donc là il a calibré sur 4 minutes. C'est durant cette première phase-là qu'il faut voir si on est bon. Je rappelle qu'il faut essayer de se rapprocher d'un tiers d'effort, 2 tiers de récupération. Donc là on n'a pas eu le temps de le calculer, on le calculera tout à l'heure. On était à 6 attaques et 3 défenses il me semble pour Noah. On va le calculer sur 4 minutes, voire un petit peu. Et généralement on se rapproche des 8 à 12 répétitions sur ce type d'exercice-là. Ok. Donc maintenant, il va passer sur de la récupération passive, active, pardon, avec une forme de tir. Donc là, il décide de les faire tirer à 2 avec, à mon avis, du mouvement. Donc, il ne décide pas de les envoyer boire, il décide de les laisser sur le terrain et de continuer à réaliser un mouvement. Donc là, c'est un mouvement de répétition. Le tir, forcément, on a besoin de la répétition. Et petit à petit, vu que ça, ils vont le réaliser 3 fois durant la séance, donc 3 parties de 2 contre 1 plus récupération active, vous allez voir, ça va accumuler de la fatigue, on va avoir un travail sur la lucidité, un travail sur la prise de décision, et c'est certain qu'au bout du 3e passage, vous allez avoir un niveau et une qualité de réalisation du mouvement qui va être moins important, et forcément, c'est ce que vous allez rechercher en tant qu'entraîneur, développer le côté technico-tactique, et en même temps, inconsciemment, vous êtes en train de développer les qualités physiques. Sur le 2 contre 1, vous êtes sur la puissance maximale aérobie. Vous êtes aussi sur un petit peu de puissance anaérobie à lactique quand vous réalisez des sprints, quand vous réalisez des finitions proches du cercle. Tout ce qui est finition, tout ce qui est type explosivité, vous êtes sur de la puissance anaérobie à lactique. Donc maintenant, par contre, ce qui est hyper important, ça va être le calibrage de la récupération et du temps d'effort. Je pense qu'on était pas mal en termes de... On n'a pas calculé depuis le début, mais je pense qu'on était pas mal en termes de calibrage. Et ça, pareil, le calibrage, ça va se faire selon le nombre de joueurs ou joueuses que vous avez à l'entraînement. Ça va dépendre de la qualité, de la forme actuelle de vos joueurs et de vos joueuses. Vous n'allez pas demander le même niveau d'effort. Si vous avez une joueuse, par exemple, je prends un exemple tout bête. On a Lilou peut-être qui ne se sent pas bien, qui est malade. Vous le savez avant le début de l'entraînement, vous n'allez pas lui demander les mêmes types d'efforts forcément que le reste du groupe. Et donc ça, il faut être capable de s'adapter. Ça s'appelle de l'individualisation. Donc là, par exemple, ce qu'on aurait pu améliorer sur la récupération active, c'est le temps. Pour moi, le temps, il a été beaucoup trop court. On a dit depuis tout à l'heure qu'on avait 1 tiers d'effort et 2 tiers de récupération. Bah là, on n'y est pas du tout. On n'a pas laissé assez de récupération pour que le joueur ou la joueuse puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc là, prochainement, Noah, sur la 2e partie de récupération active, il doit laisser un peu plus de temps. Ok, donc là, il me semble qu'il avait mis 2 minutes. 2 minutes, on est sur 4 minutes d'effort. Au moins, le plus cohérent, c'est de mettre 4 minutes, 4 minutes. Vous êtes à aller une moitié, vous êtes cohérent. Comme je vous dis, l'objectif, c'est pas de rechercher tout le temps 2 tiers, parce qu'on est quand même sur un développement d'une qualité physique qui est assez importante. L'endurance et la PMA. Mais là, pour moi, ça a été beaucoup trop court et on va cramer très certainement les joueurs et les joueuses assez rapidement. Partez toujours du contexte du basketball. Basketball, c'est 1 tiers d'effort, 2 tiers de récupération. C'est pas nous qui l'inventons, c'est des études qui sont réalisées. Donc sur le calibrage de l'entraînement, c'est hyper important. Voilà, déjà on est sur le début, on a des premières paires de ballons en 50 secondes. Là, vous avez vu, on a plus fatigué, on s'est dans plus moi à chaque fois. Rappelez-vous, dès que je défends, je prends mon moment, je lâche le ballon. Ceux qui attaquent, ne touchez pas la balle. Ne touchez pas la balle. Dès que vous allez tirer, laissez pas. Ok? Quelqu'un défend juste en gros et lâche la balle sur le côté. Ceux qui sont en train de faire la balle avec eux, si vous ne demandez pas la balle avec les mains, si vous ne parlez pas à voix haute, ils ne vont pas vous entendre. Donc demandez la balle à chaque fois. C'est clair? Allez, remettez-moi en place. Alors là, pour moi, bon, au moins ça nous donne l'exemple et c'est parfait. Pour moi, c'est une 2e erreur. C'est dans le sens où vous mettez 4 minutes d'effort. Si vous arrêtez en plein milieu, bah, on n'est pas cohérent avec ce qu'on souhaite. Laissez les 4 minutes d'effort, notez les points technico-tactiques que vous souhaitez faire remonter et essayez de le voir soit à la fin de l'exercice pour remonter les informations avec les joueurs et une prise de conscience et pas arrêter le chrono en plein milieu. Et surtout, Noah relance le chrono. Noah relance le chrono.
Et voilà, surtout, ne pas les couper. Laissez faire les 4 minutes. Si vous voulez, pendant la récupération active, attraper les joueuses qui sont concernées, leur donner des conseils, il n'y a pas de souci, durant la récupération active, pardon. Mais pas couper les efforts directement. Là, pareil, l'entraîneur il doit être capable de se tenir prêt. On veut de l'effort et de l'intensité durant toute la période d'effort. Il faut forcément qu'il se tienne prêt aussi s'il y a un ballon qui part loin, à avoir un ballon près de lui pour relancer le jeu rapidement. Il ne nous faut pas une phase d'arrêt. Il faut que ça soit que du continu. Pendant 4 minutes, il faut que ça soit des efforts hyper intenses. Donc ça aussi, c'est des détails, mais c'est important d'être prêt en tant qu'entraîneur. Ça fait beaucoup de détails durant l'entraînement, mais par contre, c'est une organisation avant même de lancer la séance. C'est une organisation à la maison, c'est une création d'entraînement. Forcément, il faut être prêt à tous les détails. Ouais, là ça va commencer à tirer. Oui. Bah, elle en a chié en préparation, donc je pense quand même. Ouais, voilà. Fin de la deuxième partie du coup du travail du corps de séance. Donc là il va repasser sur de la récupération active. Bon, je ne sais pas s'il aura entendu mes conseils, mais on va voir. Pour moi, il faut commencer à augmenter un petit peu le temps sur la récupération active. Donc il est resté sur 1 minute 45 si je dis pas de bêtises, ou 2 minutes, directement 2 minutes. Donc pour moi pareil, il faut passer sur un peu plus long. Alors tout à l'heure je vous parlais de la charge enfin il y avait 3 paramètres à prendre en compte, la récupération, le temps d'effort et la charge d'entraînement, la charge de travail durant l'entraînement. C'est assez compliqué à mesurer ce paramètre-là parce que dans le monde professionnel c'est assez simple parce qu'on a différents outils, que ce soit la récupération de la fréquence cardiaque, on a un tas de questionnaires qui est mis en place avant les entraînements, après les entraînements, qui permettent d'avoir des données subjectives et tout ce qui s'ensuit. Par contre, nous, ce qu'on peut utiliser à notre échelle en tant qu'entraîneur, c'est l'outil Foster, c'est le RPE. Le RPE, c'est simple, tout simple, c'est une échelle de 0 à 10. C'est une échelle de perception de l'effort. Donc c'est-à-dire que vous allez arriver à la fin de l'entraînement, ou même durant l'entraînement, vous allez aller voir un joueur, une joueuse au hasard, vous allez lui demander, ok, là actuellement, sur la séance que tu es en train de faire, ta perception de l'effort, tu la mets à combien entre 0 et 10 ? 10, c'est un entraînement vraiment douloureux, c'est un entraînement que tu n'as jamais fait, et 0, c'est vraiment un entraînement très, très classique, enfin très, très simple et très soft.
Et justement, vous en amont, bah, vous vous êtes dit, ok, aujourd'hui je prépare une séance qui est hyper intense, on travaille sur des qualités physiques d'endurance, du surnombre du jeu rapide, ça va courir, je veux les mettre un peu en difficulté. Ok, mon ratio, donc du coup mon RPE, je vais essayer de le mettre à 8. Je veux que mes joueurs et mes joueuses aient une perception de l'effort à 8. Vous allez aller faire l'entraînement, vous prenez peut-être là comme on est actuellement, vous allez demander à un joueur ou à une joueuse, elle vous dit ou il vous dit, voilà actuellement je ressens la perception de l'effort à 6. Bon, s'il y en a un qui vous le dit, ça peut être individuel, c'est de l'individualisation, s'il vous dit 6, vous allez demander à une deuxième personne. La deuxième personne vous dit 5. Ok, déjà ça sent pas bon. La troisième personne vous dit 5 également. Ok, donc là déjà il y a peut-être un calibrage au niveau de l'entraînement à améliorer. Parce que si vous voulez une perception de l'effort qui est à 8, même si elle est différente selon les individualités, ça veut dire que vous n'êtes pas sur les efforts que vous recherchez à l'entraînement. En revanche, par contre, si vous tombez dans vos critères, si vous avez 1, 2 joueuses qui sont à 7, 4 joueuses qui sont à 8, peut-être même certains qui sont au-dessus, là vous pouvez vous dire, ok, vous avez visé la bonne échelle, vous avez une réception de la charge de travail à l'entraînement qui est correcte, et vous savez que vous avez calibré au bon endroit et que vous êtes sur les efforts que vous voulez viser. Donc ça, c'est une valeur qui est subjective, attention. C'est pour ça que dans le monde professionnel, on rajoute des valeurs un peu plus objectives avec la capacité d'avoir des données GPS, d'avoir des fréquences, enfin tout ce qui est cardio-fréquence mètre pour avoir des valeurs un peu plus physiologiques. Mais par contre, là, à notre niveau, déjà avoir une première impression de la perception de l'effort de nos joueurs et de nos joueuses, bah, c'est déjà hyper intéressant et ça nous permet d'adapter sur le moment déjà notre entraînement et peut-être même d'avoir des premiers signaux d'alarme sur un joueur ou sur une joueuse. Je m'explique. Si vous avez par contre tout le groupe qui vous dit ok, je suis à 8, je suis à 9, on est bon. Par contre, si vous avez une joueuse ou un joueur qui vous dit ah ouais non la coach c'est simple, je suis à 4-5. Ok, bah peut-être que lui, ce joueur-là, vous allez devoir individualiser votre entraînement pour que ce soit plus dur pour lui. Là, ça va vous demander un peu plus de réflexion, mais il va falloir trouver des solutions pour que ce joueur-là, il ne s'ennuie pas durant l'entraînement et qu'il atteigne quand même le niveau d'effort que vous demandez. Donc tout ça, pareil, c'est de la réflexion, c'est du calibrage sur différents paramètres, mais ça vous donne des informations. Donc là on continue, donc là on est sur la troisième manche de 2 contre 1, on voit qu'on a une baisse de qualité de la finition qui est compliquée, le défenseur il sait plus trop ce qu'il fait. On a des courses qui sont beaucoup moins intenses, une défense qui revient beaucoup plus lentement, moins de communication. Donc là on a le développement des critères technico-tactiques qui sont en train de se diminuer petit à petit. C'est pas forcément négatif, c'est pas pour ça que vous allez descendre vos joueurs ou vos joueuses, parce qu'on est sur une séance d'entraînement qui est avec des efforts hyper importants. Donc on accepte d'avoir un niveau de qualité qui est diminué. Donc là on est à 2 minutes 42, toujours les efforts là commencent à diminuer, la défense compliquée également. Oui, en fait, vu que tu sais que sur les cartons, en fait, il faut s'adapter aussi au temps du carton. Tu sais que chez les grands, tu es sur du 10 minutes. Tu sais que tu vas avoir un temps sur le terrain moyen qui est un peu plus important qu'une catégorie plus basse. Donc, du coup, oui. Quoi, 2,30, 3 Ouais, oui, 2,30. Et après, pour moi, tu calibres ta récupération active. Donc, si tu décides de faire du tir, tu le mets à 4 minutes. Au moins, c'est cohérent, t'as ce qu'il faut. Ouais. Bon, je pense que par exemple, au niveau des 2 garçons et par exemple de Zoé, je pense que là sur la perception de l'effort, on est relativement pas à ce qu'on souhaite.
Donc à mon avis, sur ce côté-là, on peut réaliser des adaptations. On pourrait réaliser des adaptations. Par contre, à contrario, on est en train de voir des premières perceptions visuelles chez d'autres joueurs ou joueuses où on sent que ça commence à tirer un peu plus, des prises de décision qui sont moins lucides, des comebacks en défense aussi qui sont moins évidents, et des prises de décision qui sont moins bonnes. Ok, donc là on est sur la dernière partie, ils vont quand même faire leur récupération active. Là pour la revalidation, on ne va pas continuer après sur un autre exercice. L'entraîneur peut décider après de continuer sur son thème. Ce qu'il faut savoir sur la PPI, c'est pas forcément, vous ne pouvez pas forcément l'utiliser toute la séance. Enfin, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser toute la séance. Si déjà vous réalisez un exercice de préparation physique intégré dans votre séance, comme celui-ci, là vous avez un bloc qui a duré 25 minutes, si je ne dis pas de bêtises, environ. 25 minutes, on est cohérent, vous avez un échauffement avant qui vous permet de rentrer dans la séance, vous allez continuer à mon avis avec un exercice vu le thème qui va continuer à mettre un petit peu d'intensité. Donc si vous calibrez déjà sur les 3 paramètres qu'on a vus tout à l'heure, récupération, temps d'effort, charge de travail, vous allez déduire à mon avis à la fin de l'entraînement, bah vous avez une séance qui est quand même assez intense et vous avez réalisé à mon avis un développement d'une qualité physique, vous voyez des compétences technico-tactiques. Bon, on est sur ce qu'on souhaite. Après forcément, il faut être assez réaliste, ça reste quand même hyper compliqué à calibrer parce que ça demande énormément d'expérience et de connaissance de vos joueurs et de vos joueuses. C'est vraiment un train individuel et vous allez avoir un joueur ou une joueuse qui ne va pas réagir de la même façon. Vous allez avoir différents paramètres environnants qu'il va falloir prendre en compte. Il faut avoir déjà des premières connaissances, on va dire, sur de la préparation physique. Mais franchement, vous pouvez déjà retrouver pas mal d'astuces. Déjà, vous pouvez demander autour de vous si vous avez des connaissances qui travaillent là-dedans un petit peu. Vous pouvez vous renseigner sur Internet parce qu'il y a de plus en plus d'études qui tournent sur cette préparation physique intégrée. C'était un peu moins connu il y a une vingtaine d'années et maintenant ça prend un essor parce que forcément les problématiques des entraîneurs, eh ben, elles changent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, 2-3 entraînements maximum. On a un essor de la préparation physique avec un potentiel athlétique qui est encore plus important. Donc voilà. Ok. Après, donc là, bon, eux décident de ne pas continuer sur ce qui s'ensuit. On a quand même une dernière partie qui est hyper importante. Tout à l'heure, je vous ai dit, les 15 premières minutes de l'entraînement, elles sont importantes pour le risque de blessure, mais les 15 dernières minutes également. Là, on a eu une augmentation du côté cardio-respiratoire, enfin sur le côté respiratoire, de la température corporelle. Du coup, on va procéder à un retour au calme. Retour au calme, pourquoi? Pour éviter, déjà pour avoir une diminution du risque de blessure, pour éviter d'avoir des DOMS. DOMS, c'est les courbatures, c'est le terme scientifique pour dire les courbatures. Donc tout ce processus-là, il va être hyper important. Là, ils vont réaliser 2 minutes de marche, juste comme ça, active, pour permettre de baisser un petit peu la température corporelle et tous les paramètres physiologiques. Et après, ils vont avoir un petit travail, à mon avis, individuel, qui va leur permettre de finir la séance, de redescendre totalement et de pouvoir stopper l'entraînement sur cela. Donc Noah, tu la réalises ou pas le retour au calme? Tu le fais ou pas? Tu le fais ou pas? Le retour au calme? Ok. Est-ce que vous avez déjà des questions, peut-être des questionnements, des interrogations, quelque chose sur ce thème-là qui vous paraît peut-être un peu abstrait, compliqué, je sais pas.
Oui, alors, oui, forcément sur les jeunes, on va avoir une adaptation qui n'est pas la même. Patrice tout à l'heure me demandait sur le 2 contre 1 en continuité, est-ce qu'on gardait le même temps? Forcément non. Pourquoi? Cometti, lui, il a réalisé son étude sur des seniors et forcément, nous, sur les jeunes, on a un temps déjà par carton qui est moindre, donc forcément un temps d'effort qui est diminué. Là, moi, ce que je conseille sur un 2 contre 1 en continuité, c'est de faire 2 minutes 30, 3 minutes max d'effort, avec par contre une récupération active qui est beaucoup plus importante. On peut tourner aux alentours des 4-5 minutes de récupération active derrière. Pourquoi pas aussi commencer directement sur de la récupération passive chez les jeunes, ça peut être tout autant important. Et après, petit à petit, quand on monte en gamme, la récupération active, elle devient pour moi nécessaire parce qu'on est sur un autre développement sur les critères physiologiques et beaucoup plus d'exigence sur ce côté-là. Donc oui, il y a une adaptation forcément sur le côté jeune, et notamment chez les jeunes catégories. Donc là, retour au calme. Ils ont une petite pause boisson, récupération passive, et là, ils vont continuer sur un petit défi lancé franc, je pense, pour finir l'entraînement. Encore de la répétition, c'est important dans ces moments de récupération active d'avoir un développement technique avec pas mal de répétitions parce que vous avez utilisé énormément d'intensité, vous avez des joueurs qui sont en manque de lucidité, qui sont fatigués et qui forcément vont puiser dans leurs réserves pour s'appliquer sur un geste qui est répétitif, notamment le tir forcément. Donc là, en ayant réalisé qu'1 heure d'entraînement, à mon avis, on n'a pas des joueuses et des joueurs totalement fatigués. Mais par contre, dans la continuité d'un entraînement d'1 heure et demie, croyez-moi, à la fin, c'est assez compliqué. Surtout pour des joueuses, des jeunes joueurs ou jeunes joueuses qui n'ont pas l'habitude de ce type d'entraînement-là, c'est assez important en termes d'effort pour eux. Tu préconises quoi? Est-ce que tu as un entraînement qui est 3 contre 2, des trucs comme ça? Oui, alors un peu de 3 contre 2, mais la problématique c'est que si tu as un public qui est assez. Qui rentre directement dans le dur, si tu rajoutes du duel derrière, ouais, voilà. Ça va, tu enchaînes, selon ton groupe, ouais. Selon ton groupe. Exactement. Ah oui, voilà, tu peux peut-être continuer sur ta sortie de balle, mais justement en voyant peut-être. Voilà. Concernant le thème du jour, enfin même de la fin de cette année. Bon bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on finit sur cette revalidation-là. Je sais que la préparation physique, c'est un thème qui est assez complexe. Il y a énormément d'informations, là pour le coup, que ce soit sur la récupération, même le côté contextualisation de la préparation physique, c'est assez dur. Mais en tant qu'entraîneur, on se doit vraiment de s'informer et de se renseigner sur ce côté-là, parce que ça va être vraiment le futur des jeunes joueurs et joueuses qu'on va avoir, parce que la préparation physique prend vraiment un tournant depuis quelques années maintenant. Donc vraiment, on se doit de se renseigner sur ce côté-là et d'avoir le maximum d'outils à notre disposition pour être le plus complet, le plus polyvalent et être capable de mener ces jeunes-là du plus haut qui le souhaitent. Donc voilà.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère à très vite.